Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 196 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va un petit peu sortir des sentiers battus, du soloprenariat, de l'auto-entrepreneuriat, du business en ligne et des sujets que je peux aborder assez souvent avec vous, puisqu'aujourd'hui, on va dans un domaine que je connais très peu, mais pour lequel j'ai beaucoup de curiosité, puisqu'aujourd'hui, on va parler champagne, on va parler boisson et surtout, on va parler entreprendre dans un milieu qui pourrait paraître être un milieu assez traditionnel, un milieu assez fermé, et comment est-ce qu'on va se réinventer. Mon invité du jour, Edouard, un des 3 cofondateurs de la marque Maison EPC Champagne, vient nous parler de comment mettre les codes de l'entrepreneuriat, du digital, de la start-up même, au sein d'un milieu traditionnel et très terroir presque, comme celui du champagne, et comment est-ce que ça lui a permis de percer dans un marché ultra concurrentiel en ayant des petits moyens, en tout cas des moyens bien inférieurs à ceux des concurrents des grosses marques de champagne qu'on peut connaître aujourd'hui. Et de la même manière que Edouard s'est dit comment est-ce que je peux faire rentrer des codes d'un autre marché dans le marché du champagne et un petit peu cliver, disrupter le tout, vous pouvez écouter cet épisode et vous dire comment est-ce que je vais pouvoir réutiliser les astuces, les conseils, les stratégies qu'Edouard a utilisées justement pour mon business à moi. Comment est-ce que je peux prendre les codes d'un marché qui n'est pas le mien pour les implémenter dans mon marché, cliver, me différencier et pouvoir du coup développer mon business. Et voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Edouard de EPC Champagne. Hello Edouard, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Aline, merci de m'accueillir et ça va plutôt bien, il fait beau, le temps est radieux et le champagne se porte bien ainsi que le rosé de Provence, donc tout va bien. Et le champagne coule à flot, j'adore. Exactement, exactement. Dans quelle région est-ce que tu es pour dire qu'il fait beau comme ça ? J'ai la chance de pouvoir le dire en étant en région parisienne, l'heure où on se parle, entre la Champagne et la Provence, une petite halte en région parisienne. Incroyable. Edouard, on ne se connaissait pas du tout avant d'enregistrer cet épisode de podcast, mais je suis ravie de faire intervenir pour une fois un entrepreneur qui n'est pas vraiment dans le petit milieu des entrepreneurs en ligne, des auto-entrepreneurs, parce que justement, on va pouvoir prendre tout ce que tu as appris et implémenté dans le milieu du champagne, dans le milieu du produit physique, dans le milieu un petit peu de la start-up aussi, parce qu'on va parler levée de fonds, et pouvoir les implémenter dans nos business. J'adore quand on fait des mix de 2 univers différents. Hâte d'échanger avec toi. Mais avant ça, la petite tradition sur ce podcast, c'est que c'est moi qui m'occupe de la présentation des invités. Es-tu prêt ? Ok. Écoute, je t'écoute, c'est parti. Vous le voyez pas, mais il a pas l'air serein d'un coup, il est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc Edouard, tu es un des 3 cofondateurs de EPC Champagne, marque fondée en 2019. On peut dire que tu as baigné dans l'entrepreneuriat et dans le champagne depuis ton plus jeune âge, puisque ton grand-père a participé à la création d'une coopérative de vignerons, que ton père était également dans ce domaine-là, que tu es un serial entrepreneur parce que tu as d'autres entreprises, ça je l'ai appris hier, donc j'ai hâte que tu m'en dises un petit peu plus. Et ton mot d'ordre avec EPC Champagne, c'est de moderniser le champagne dans un domaine, on va pas se mentir, qui est plutôt ultra traditionnel et parfois un petit peu poussiéreux, et d'offrir aux consommateurs une marque jeune, ultra traçable, transparente. Pareil, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et aujourd'hui, EPC Champagne, c'est une équipe, je crois que vous êtes une dizaine ou une quinzaine, qui vient de lever 5,5 millions d'euros et a obtenu le soutien de Xavier Niel, entre autres, qu'on ne présente plus. Et vous avez, pour avoir fouillé un petit peu sur votre site, un dossier presse ultra impressionnant, avec notamment des apparitions dans TF1, dans Elle et dans les grands magazines. Que dis-tu de cette présentation ? Je pense que tu as bien résumé les choses. Après, à moi d'essayer d'expliquer un peu plus dans le détail, mais tu as fait une très belle introduction. Merci beaucoup. Ça signifie quoi, EPC, les initiales EPC dans EPC Champagne ? C'est assez simple, c'est épicurien. On a fait le choix d'avoir un nom non patronymique, contrairement à la quasi-totalité des marques de champagne, parce qu'on voulait, et j'y reviendrai sûrement un peu plus dans le détail par la suite, mais on voulait vraiment être le champagne des vignerons, le champagne de la Champagne, des différents terroirs champenois, venir mettre la lumière sur leurs différences. Et donc, on ne pouvait pas, selon nous, avoir un nom non patronymique dans la mesure où on n'allait pas s'approprier le travail d'autres personnes que justement on souhaite mettre en lumière. Incroyable. Et justement, c'est une transition parfaite avec la première question. Quand j'ai préparé cet épisode, je suis pas mal allée fouiller en ligne sur votre site, vos médias, dans les interviews que tu as déjà pu faire. Le mot épicurien revient tout le temps.
y compris du coup, maintenant je viens de l'apprendre dans le nom. Comment tu l'expliques? En fait, c'est un terme qui est effectivement un peu plus à la mode, hein, si je puis dire. On l'explique parce qu'on a la volonté de proposer des produits qui suscitent des instants d'émotion, des instants de plaisir. Donc forcément, l'épicurisme rimait plutôt bien avec ça. Et de l'autre côté, l'idée derrière le mot épicurien, c'est de vouloir rendre accessible le plaisir, rendre plus conviviale la consommation de champagne, plus transparente. Je trouvais que ce terme-là, pour nous, était plutôt révélateur. C'est on propose le meilleur du terroir champenois à travers une marque chaleureuse, transparente, donc Champagne EPC, et qui vient justement mettre en lumière le savoir-faire, mais également les terroirs champenois, le tout avec le moins d'additifs possible. Trop bien. Et pour continuer, j'ai fait tout un petit jeu autour de la sémantique parce que je suis très curieuse de cerner un petit Génial. peu ton domaine et ce que tu fais. Quels seraient les 3 mots que tu utiliserais pour décrire le marché du champagne tel que toi tu le percevais avant de lancer la marque EPC? Alors, c'est une bonne question. Le premier, je dirais opaque. Je le comprenais pas forcément, c'est pour ça que je dirais le mot opaque. Le deuxième, je dirais peut-être un peu codifié. Souvent, on mettait la consommation de champagne dans des cases pour des événements particuliers, etc. Et de l'autre côté, alors, je ne sais pas quel mot pourrait vraiment le résumer, mais je dirais que alors je dirais le mot produit. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à savoir s'il fallait le considérer comme un spiritueux ou comme un vin Hmm. de l'extérieur, ça c'était évidemment avant. Et du coup, c'est un spiritueux ou c'est un vin le champagne? Ah, c'est bel et bien un vin, c'est bel et bien un vin qui révèle des subtilités incroyables et qui, à l'image de la Bourgogne, des Côtes-du-Rhône, de toutes les régions viticoles françaises et d'ailleurs, une vraie région de vin, quoi, la Champagne. Et comment t'es tombée là-dedans? Alors raconte-nous un petit peu. Bah, pour être très honnête avec toi, il y a 12 ans, je pense que j'avais une connaissance très très limitée du champagne. Alors j'ai eu la chance effectivement d'avoir mon grand-père qui participe avec son meilleur ami et ses autres amis à la fondation d'une structure coopérative donc en Champagne, dans le sud de la Côte des Blancs, au sud d'Épernay. Mais ça, si tu veux, j'en ai pris connaissance que sur le tard. Et mon père effectivement est viticulteur depuis 1987, mais c'était pas son activité principale. On a un tout petit peu de vignes à titre personnel qui nous permettent en aucun cas d'avoir notre propre maison de champagne à la base. Et en fait, ça a commencé fin 2010, pour être très clair, où avec mon père, on avait envie de faire un petit projet père-fils, un truc un peu sympa. Et moi, j'étais à l'école à ce moment-là, j'avais déjà une vraie envie d'entreprendre, mais sans trop savoir ce que c'était. Il y avait une sorte de chemin initiatique à suivre, selon moi, c'était ma vision en tout cas. Et du coup, on s'est juste penché sur le fait de faire une cuvée avec une marque qui nous correspondrait. Donc, on est allé voir la coopérative familiale dont je te parlais, dans laquelle nous sommes adhérents par l'intermédiaire des quelques arts de vigne que mon père possède. Et on a été le voir en disant est-ce que ce serait possible de faire un vin avec vous dans votre structure Nous, on souhaiterait faire du blanc de blanc millésimé. Et donc, ça a commencé comme ça, à travers le millésime 2011. Et donc, forcément, le champagne, il faut attendre un petit peu avant qu'il soit prêt à être mis sur une table. Et donc, à l'issue de ce millésime 2011, la vinification a commencé. Et ce n'est que fin 2016 qu'on a trouvé que le vin était prêt à être commercialisable. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec mon père de dire, bon, allez, on se lance. Donc, on a créé une société et une marque donc, qui était pas très originale. Alain suivi Édouard, donc le prénom de mon père suivi du mien, avec juste 10 000 euros au capital. Alors, je dis juste parce que dans le monde du champagne, il faut se rendre compte que c'est un monde extrêmement bien marketé, avec des gros moyens. Mais pour autant, on s'est dit, avec 10 000 euros, on doit réussir à faire notre site web, créer toute la plateforme de marque, les habillages, porter les stocks. Donc, c'était un vrai pari. Et en fait, c'était, je pense, le meilleur pari qu'on a pu faire parce que le fait d'avoir finalement des moyens limités dans un univers où les moyens sont très importants, on retrouver à tout faire nous-mêmes. Donc, trouver le petit prestataire au démarrage qui va bien pour faire ton habillage de bouteilles, gérer toutes les relations des fournisseurs, habiller les bouteilles nous-mêmes parfois, mettre les bouteilles dans les étuis nous-mêmes pour les offrir ensuite et faire la partie logistique, livrer les bouteilles, faire les dégustations. Enfin, en fait, on a tout fait. Et c'est là où tout s'est éclairé, si je puis dire, et qui a été vraiment le point de départ de l'aventure, parce que ça a vraiment mis en lumière toutes les opportunités qu'on pourrait faire, et c'est ce qui a amené à la naissance du Champagne EPC, parce que c'est à la suite de cela que donc, l'étincelle est véritablement sortie. On s'est dit, on a passé cette première étape qui a duré donc de janvier 2017 à mars 2018, donc ça a été assez rapide. Hein. C'est vraiment la partie commercialisation de janvier 2017 à mars 2018. Toute l'année 2016 a été consacrée plus à la création de la marque et tout ce qu'il y avait autour. Encore une fois, c'était un tout petit projet, hein, mais le succès a été plutôt au rendez-vous avec des belles présences et c'est ça qui a été assez intéressant. C'est qu'on s'est retrouvé notamment sur des événements à l'Opéra Garnier à Paris, sur des grands festivals, avec des gros clients, alors que je n'avais aucun réseau là-dedans. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était poser des produits super bons. Vous avez un vent fraîcheur, vous incarnez la marque de manière différente. Et je me disais, bon, c'est intéressant. Et en fait, j'ai eu la conviction, suite à d'autres aventures entrepreneuriales dans lesquelles je venais de sortir,
qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché champenois. Et la vie est plutôt bien faite de rencontres. Alors là, on arrive en mars 2018 où je rencontre un de mes 2 associés aujourd'hui. J'ai entendu, on va dire 2 premières pépites. La première, ce serait de se dire que vraiment le fait de démarrer avec des petits moyens, là où certains auraient pu voir, un handicap dès le début, dans un milieu où les gens généralement, sortent tout de suite des gros billets, des choses comme ça. Vous avez vu une excuse pour faire preuve de créativité, pour être au plus près de toutes les petites étapes qui allaient se dérouler, faire un maximum vous-même et du coup être beaucoup plus, réactif, j'imagine, sur plein de choses. Et tu sais, c'est ce que j'appelle moi le mode pirate en entrepreneuriat, c'est qu'au début on n'a pas beaucoup de moyens, donc on se met en mode pirate et en fait on trouve des solutions, on trouve de la créativité, on fait preuve d'ingéniosité sur certaines choses. Et donc ça, c'est trop cool et je pense que n'importe quel entrepreneur peut se reconnaître là-dedans. Et ma deuxième question pour toi, c'est que tu parles de cette petite marque, petite avec le budget créé avec ton père, et que d'un coup, vous vous êtes retrouvé sur des événements comme à l'Opéra Garnier. Comment tu as pu détrôner des grosses marques ou des gros acteurs du marché pour te retrouver sur ce genre d'événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais commencer par la deuxième question parce que du coup, elle me fait sourire. Parce que malheureusement, je n'ai pas forcément de réponse. Mais, ce qui s'est passé, c'est que c'était un concours de circonstances où, tu sais, quand tu développes ton projet et que justement, c'est le lien avec la première question, le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens, c'est un peu que lorsque tu trouves vraiment dos au mur dans la vie de tous les jours, où finalement, c'est là où tu es le meilleur parce que tu es obligé de rebondir, tu es obligé effectivement, comme tu l'as très bien dit, de faire preuve de créativité. Et je pense que c'est justement l'énergie qui est sortie de cette créativité, de ce besoin nécessaire d'être innovant, de se différencier, d'apporter quelque chose de différent pour pouvoir justement, comme tu dis, détrôner d'autres marques, qui nous a permis d'être placés sur ce genre d'événement. Et parce que, si tu veux, je me suis retrouvé à essayer de faire des choses auxquelles je n'avais pas pensé et que je pense qu'une autre marque n'a fait. Allez, à l'époque, en l'occurrence pour l'Opéra Garnier, c'était sur Facebook, aller voir, j'étais sourcé tous les gens qui étaient en lien avec des événements un peu sympas et j'aurais écrit en disant voilà, moi je fais ça, etc. Et finalement, c'est quelque chose où tu te mets un peu à nu, entre guillemets, en disant voilà, moi je suis rien, je suis tout petit, mais je suis passionné par ce que je fais, je pense que les produits que je fais, ils sont bons et j'ai envie de vous aider, j'ai envie moi d'investir de mon temps, même s'il faut que j'investisse un petit peu ce que j'ai, je le ferai et mesurer à quel point moi investir 10 ou 30 euros, ça représente quelque chose de très concret. Il faut croire après il y a un peu de chance évidemment dans les rencontres ou autres parce que j'ai dû toucher les bonnes personnes, mais c'est ça qui a porté, je pense, le début du projet et qui en fait aujourd'hui chez EPC nous porte toujours parce qu'on reste encore évidemment petit. Alors on a bien grossi évidemment, on est beaucoup plus nombreux, etc. Mais c'est l'énergie autour du projet, c'est la volonté de se différencier, d'assumer notre différence et la liberté qu'on prend tous les jours en se disant on est passionné par ce qu'on fait, on veut vous transmettre cette passion, on se permet de faire des choses qui, je pense, finalement, créent de la valeur à la fin, quoi. Et qui sortent un peu des sentiers battus de ce que j'entends. Exactement. Ah mais trop cool, je kiffe. Merci. Après, la route est encore longue, mais c'est vrai que chez EPC, là, aujourd'hui, on a une équipe qui porte ces valeurs-là, la passion, la transparence, l'envie justement de transmettre cette liberté et cette liberté que nous, on a eue. Finalement, c'était assez osé au démarrage de dire on va créer une nouvelle maison de champagne et pas une énième marque, mais une nouvelle maison de champagne avec un nouveau modèle d'élaboration, avec un nouveau modèle de commercialisation, on va repenser tous les maillons de la chaîne de valeur, mais grâce justement à ce premier projet dont je te parlais, parce qu'on avait très bien palpé tous les points de douleur. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a une équipe incroyable qui, en fait, on est toujours vus différemment parce qu'on essaie de faire les choses du mieux possible, évidemment, selon qui on suit notre passion, mais avec un sens un peu plus permissif, je dirais. Et du coup, c'est la transition parfaite pour reprendre le cours de l'histoire. Comment est-ce que tu passes de ce projet père-fils à, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire carrément une start-up dans le milieu du champagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que c'est le point de départ de toute aventure entrepreneuriale, c'était l'envie, comme je te l'ai dit, l'envie d'aller un peu plus loin, mais aussi la lucidité. C'est souvent ce qui se passe, c'est souvent le risque que moi j'ai pu voir dans mes anciens projets, c'est que tu peux être dépassé par ton propre avis et ta propre émotion. Moi, je pense que j'ai eu la chance, grâce aux aventures d'avant, de pouvoir voir tout de suite mes faiblesses dans ce projet. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la connaissance marketing suffisamment forte, ni la connaissance commerciale suffisamment forte pour vraiment développer un projet à la hauteur de notre ambition. Et notre ambition, elle est claire, hein, c'est que EPC soit dans le top 15 des plus belles marques de champagne d'ici 5 ans. Et donc si tu veux, c'est une ambition qui est forte. Et cette lucidité-là, ça m'a permis justement d'être rapidement très ouvert aux rencontres et à la recherche de manière indirecte, sans partir vraiment en chasse, d'un profil qui pourrait cocher les 2 cases manquantes. Et successivement, et ça fait très storytelling, mais promis, c'est totalement vrai,
Tu vois, j'en parle à ma femme quelques semaines avant en lui disant, bah voilà, j'ai envie d'accélérer sur le projet Champagne. Il se passe quelque chose, je sens quelque chose. Mais bon, effectivement, il me manque quelqu'un sur la partie distribution business et quelqu'un sur la partie marketing, mais un peu après, parce que je pense qu'il y avait une étape d'abord à créer. Et je te jure, bah, quelques semaines après, je me retrouve dans un hôtel à Paris, en train de travailler. Et la personne qui travaille à côté de moi, finalement, c'était mon associé aujourd'hui, qui lui avait fait toute sa carrière en Champagne, avait développé deux des plus belles marques de champagne au niveau commercial, et arrivé dans un tournant de sa vie où lui aussi il voulait développer quelque chose de nouveau. Il est un peu plus âgé que moi, donc c'est Jérôme en l'occurrence, et avec qui on a commencé à développer ce projet. On est au démarrage, et c'est pour ça que je parle pas tout de suite du marketing, parce qu'au démarrage, on s'est dit, avant toute chose, de penser à la marque ou autre, il faut déjà penser à l'élaboration et à la capacité à fournir une quantité de produits importante, mais surtout de très grande qualité, avec une nouvelle approche. Et en fait, l'approche qui marchait dans le projet originel, c'était justement d'offrir de la transparence, de la traçabilité, de raconter l'histoire avec une autre manière, enfin avec un autre ton, une autre approche. Et du coup, on s'est dit, voilà, la coopérative dans laquelle on faisait nos blancs de blanc millésimés jouissait donc et jouit toujours d'un outil très largement dimensionné, qui est très de grande qualité, avec des équipes super performantes, qui ne demandent qu'à une chose, c'est de continuer évidemment à travailler, à mettre en lumière leur savoir-faire, et qui sont pour autant, ces structures coopératives étaient toutes un peu dans la même problématique de tomber dans un risque de dépendance absolue vis-à-vis des grands acteurs négociants. En Champagne, il y a 3 typologies d'acteurs. Les négociants, donc c'est les maisons de champagne, les plus grandes marques que tu peux connaître. Ensuite de cela, les vignerons indépendants, donc comme leur nom l'indique, qui font leur propre vin à partir que de leurs vignes. Et ensuite de ça, tu as les structures coopératives. Et les coopératives regroupent énormément de vignerons indépendants autour de leur commune. Et ensuite de cela, ces coopératives, pendant des décennies, elles ont fait les vins pour les maisons de champagne. On a souvent entendu que les vins de coopératives de champagne n'étaient pas des bons vins. La réalité, c'est que c'était un marketing de bashing, si je puis dire, parce que la réalité, c'est que toutes les grandes maisons faisaient faire leurs vins dans les coopératives. Mais la réalité, c'est que pour autant, les coopératives qui faisaient énormément de prestations pour ces grandes maisons, on leur retirait de plus en plus de prestations. Donc, si tu veux, elles avaient créé un outil très performant et qui servait de moins en moins. Et ça a été le point de départ de notre projet, où on s'est dit, mais finalement, la coopérative familiale, mais toutes celles qu'on a rencontrées nous ont dit la même chose, à savoir, si on peut faire tourner l'outil et travailler avec vous, nous, avec plaisir. Et ça a été le point de départ. Donc, parce que, si tu veux, ça nous a permis derrière d'aller chercher un des 3 plus grands chefs de cave de la Champagne, un œnologue, qui, du coup, a créé le modèle avec nous en disant, on va élaborer des cahiers des charges produits précis. On va travailler avec des coopératives et chacune de nos cuvées va être faite qu'à un seul endroit, d'année en année. Donc, et c'est ce qui va permettre aux consommateurs déjà d'avoir une vraie vision des différents terroirs de la Champagne, et de l'autre côté, nous de mettre très peu d'additifs, donc très peu de sulfite, très peu de sucre. Tous nos vins sont dans la catégorie nature ou extra brut. Et le tout, derrière, venait servir la deuxième partie du projet, puisqu'on avait des vins d'une traçabilité parfaite. Là où effectivement, sur des vins de négociants, ils achètent des vins un peu partout qu'on assemble, l'art de l'assemblage en Champagne, qui fait des très bons vins, et c'est très bien, c'est pas la question. Nous, c'était plus notre vision de vouloir apporter cette transparence et cette notion de terroir sur nos vins à travers une marque, et c'est ça qui nous manquait justement, différenciante. Et c'est là où, quelques mois après, on a rencontré Camille qui n'avait rien à voir avec la Champagne, et c'est ça qui était génial. C'était le profil école de commerce, travail chez Procter & Gamble dans les dentifrices, donc tu vois, très éloigné de tout le modèle classique ou même du vin, mais qui nous a du coup énormément aidé, qui a structuré toute la création de la marque, pour que tout soit le plus cohérent possible. En fait, tu peux gratter dans n'importe quel côté, n'importe quel coin de notre marque, tu verras que tout est... En fait, c'est cohérent dans toute votre communication, quel que soit l'angle par lequel on vous attaque ou on vient vous chercher, c'est cohérent en fait, que ce soit sur LinkedIn, sur votre site internet, dans les interviews que tu donnes, etc. Alors on essaye, mais parce qu'en même temps, le modèle a été, je pense, était fondé sur des bases saines, extrêmement bienveillantes. Tu vois, je pense qu'on a un modèle qui est positif surtout pour toutes les parties. Et donc Camille a fait un pari intéressant. Elle nous a transmis sa stratégie et on l'a suivi. Et pourtant, c'était un pari fort. C'était de se dire, OK, déjà, on va avoir une marque non patronymique. C'était la première liberté qu'on s'est permis de prendre. De l'autre côté, on va apporter un ton de voix et une communication qui va être différente. Mais surtout, on va avoir une plateforme de marque, donc des habillages, donc les étiquettes, coiffes de la bouteille, qui, dans un premier temps, vont être volontairement clivants. Donc ça a été le pari de départ, de se dire on va faire quelque chose, donc EPC, avec des habillages qui sont très 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 différenciants et qui avaient le mérite de susciter une réaction dans un monde où toutes les marques sont extrêmement bien marketées dans le champagne. Et donc ça a été la première étape. Et là on arrive à la deuxième étape, on en parlera après, où tout va changer pour aller sur du contemporain très premium. J'entends des choses en fait qui me parlent beaucoup, et je fais le lien un petit peu avec les auditeurs du podcast. Le fait de dire que quand on veut justement percer, se différencier dans un marché qui est déjà assez saturé, en tout cas de la perception extérieure, même si
je pense qu'il y a toujours des moyens de percer dans n'importe quel marché, mais vous avez vraiment opté pour cette solution qui est de opter pour une communication différenciante. Donc vous avez pris chaque point du marché et vous avez dit comment est-ce que je peux aller à l'inverse. Donc ok, c'est des marques très traditionnelles, nous on va être très moderne. Ok, le marketing est plutôt fait de telle x, y manière, nous on va y aller en mode pirate. Ok, les étiquettes, les habillages, la communication sont faits de telle manière, nous on va faire l'inverse, et d'avoir ce côté, comme tu as très bien dit, clivant, qui vous a permis au final de vous frayer votre place assez rapidement. Ouais, bah, t'as très bien résumé le sujet. En fait, le pari de départ, c'était quand même effectivement assez osé d'aller attaquer, entre guillemets, attaquer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, essayer de prendre une place dans un marché extrêmement bien installé, hein, Est-ce qu'on qui pourrait n'a dire pas un marché besoin un de peu nous. élitiste? Alors de l'extérieur, oui, c'est possible. Effectivement, on a la réalité des faits, c'est finalement des hommes et des femmes incroyables et c'est un marché hyper humain. Et moi, j'apprécie énormément les valeurs de ce marché champenois parce que tu vois la valeur de la parole est encore extrêmement forte, la poignée de main, enfin bref, plein de choses qui paraissent assez basiques, mais qui en fait sont encore extrêmement présents. Mais effectivement, vu de l'extérieur, c'était assez élitiste et c'était très fermé. Et bon, c'est vrai que c'est pas un marché facile à pénétrer, mais effectivement, notre envie, c'était de se dire, on peut apporter quelque chose de différent dans un marché que nous, on trouvait un peu stagnant et dans lequel on va pouvoir apporter toutes les touches de modernité que nous, on perçoit aujourd'hui et qu'on voit dans plein d'autres secteurs, mais on va essayer de les rapporter et de les poser dans ce marché plus traditionnel, et avec des choix forts, effectivement, comme sur la partie habillage et plateforme de marque, où on a assumé d'avoir des choses qui, nous-mêmes, nous sortaient quand même du confort en se disant, dans l'équipe, mais parce que seul l'avis du consommateur compte pour nous et on a tout testé, tu vois, tout ce qu'on a fait d'un point de vue marketing. On a toujours été sur les quais de gare ou les quais du métro pour vérifier n'importe quelle de nos propositions parce que le plus gros écueil du marketing entrepreneurial, c'est de penser que son avis va être le bon pour le marché et qu'il faut faire comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, le marché réagit généralement. Alors, ça peut arriver qu'on ait vraiment une intuition de dingue et il faut toujours une part d'intuition malgré tout dans le choix. Hein. Mais si l'intuition doit représenter 20% du processus décisionnel, je pense que c'est le maximum. Et, Voilà. et quand tu dis on était dans les gares sur lesquelles le métro, est-ce que c'était imagé? Est-ce que c'était au sens propre du terme? Vous étiez en train de faire... Non, c'est au sens propre et on le fait toujours. Hein. On le fait Ah mais moi je toujours vous ai pour loupé n'importe quelle sur les quais des décision. métros parisiens, j'ai jamais eu ma petite dégustation de on, était, champagne. on était surtout. Ah, on faisait pas déguster parce que ça, on serait fait un peu embêter, je pense, par la police. Non, mais c'était surtout pour tester nos couleurs, des couleurs, des habillages, même des posts sur Instagram, une manière de s'exprimer. Enfin, tout a été validé. Alors, en l'occurrence, lesquels les plus utilisés, ça a été la gare de Levallois-Clichy et la station Anatole France du métro Ah oui, non, je n'ai de la pas ligne fréquenté 3. ces coins-là. Donc voilà, ça a été nos repères pour ça, mais on continue de le faire. Encore une fois, on a aussi une communauté d'ambassadeurs qu'on a créée, un groupe WhatsApp finalement sur lesquels à chaque fois qu'on a une question, on leur pose et on a des avis très rapides. Et ça permet vraiment d'éviter de rester la tête dans le guidon et de pas du tout se rendre compte que le marché n'attend pas forcément ce dont toi tu rêves. Quoi. Est-ce que tu as un exemple concret en tête d'une décision que toi tu aurais prise, que tu sentais bien, ton intuition te disait go, et en fait quand vous avez testé sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que c'était l'inverse qui était vrai dans l'œil du consommateur? Ouais, j'en ai un très bon sur le nom EPC, tu vois. On avait d'autres noms qui ressortaient bien. Je peux notamment en donner un. On avait un nom qui s'appelait Blanc-Seing. Tu vas donner son Blanc-Seing. Et en fait, dans une logique de transparence, de qualité de produit, etc., on trouvait que ça marchait super bien parce qu'on essaie de faire des produits d'immense qualité, parce que voilà, on essaie de faire quelque chose, ça avait de la cohérence avec notre proposition de valeur. Donc nous, on se disait, ouais, la marque va s'appeler comme ça, etc. Et en fait, on a fait le test et on avait plusieurs noms, dont EPC évidemment dans le lot, et on a contacté plus de 250 ou 250 personnes en plus des gens sur les quais de gare. On leur posait 2 questions. La première, c'est quel nom tu préfères pour une marque de champagne, et sachant que le positionnement, c'était évidemment différencié. Et la deuxième, c'est qu'on rappelait la personne sans la prévenir une demi-heure, 1 heure après. Et on lui disait, OK, c'est quoi les noms dont tu te souviens dans la liste que je t'ai donnée? Et en fait, dans 95% des cas, EPC ressortait dans ceux dont il se souvenait, Hyper et pas les intéressant. autres. EPC était dans le top 3 des noms préférés, avec Blanc-Seing, mais Blanc-Seing, personne s'en souvenait 1 heure après. Et en plus de ça, nous, dans la mesure où notre valeur principale, c'est vraiment la liberté, et voilà, on veut vraiment être autour de ça et de se dire que finalement, il n'y a pas de, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça peut être vu comme quelque chose d'élitiste, on peut se permettre de faire les choses, il faut juste les repenser différemment, il faut juste s'investir à 3000%, mais du coup, c'est vrai que PC, ça marchait bien aussi, et donc voilà, à la base, on ne devait pas du tout s'appeler EPC, mais finalement, ça a été le cas. J'ai envie de renommer cet épisode La piraterie au service du champagne. Écoute, pourquoi pas. Et du coup, si on doit un petit peu reformuler et résumer, quels sont selon toi les 3 éléments principaux qui ont contribué dans un premier temps à vous faire percer dans ce marché-là? Et après, on parlera de la suite et du futur à venir. Alors, le premier élément, et de toute manière, ça, il faut jamais s'en détourner, et surtout dans le secteur dans lequel nous sommes, c'est la qualité du produit.
C'est que sans ça, tout de même, on n'aurait jamais pu pénétrer n'importe quel marché, de toute manière. Ça, là-dessus, je pense que c'est assez unanime. On a été très largement récompensé sur Vivino l'année dernière, et dans une ère où, tu vois, il y a beaucoup de gens qui peuvent noter, tout le monde peut noter n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt bien de voir qu'on a d'aussi bonnes notes. Ça veut dire que les produits et la passion qu'on y met se ressort bien. Et la deuxième chose chez EPC qui a fait notre succès, la pénétration rapide du marché, je dirais que c'est l'équipe. En fait, on a une équipe qui, comme je te le disais, porte les mêmes valeurs que nous, est orientée vers le même objectif et a conscience de l'opportunité de marché qui est face à nous. Et ça, c'est ça qui est hyper important. Et c'est que tout le monde est convaincu dans l'équipe qu'on va y arriver et qu'on va même aller au-delà de nos espérances. Et ça, c'est hyper, hyper important, même dans la manière de recruter ou autre, c'est que c'est des gens à fond convaincus qui doivent être avec nous. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je dirais que c'est l'exécution. On en a parlé de manière un peu indirecte, c'est que finalement, on s'est attaché à un marché très traditionnel qui est porté, où les marques sont portées par la force de leur marque historique, mais pas forcément par l'exécution et par les process qu'il y a derrière. Et nous, on s'est dit, bah non, on a une marque qui n'est pas du tout historique, on a une marque jeune, mais avec des produits très bons, mais derrière, on va faire une exécution, une proposition, enfin une expérience client-utilisateur qui va être parfaite à tout niveau. Et de notre côté, en termes back-office, on va optimiser absolument tout pour éviter de tomber dans le fait de faire des tâches récurrentes à non-création de valeur, le fait de perdre du temps sur des sujets. Et côté client, notamment grâce au digital, où on a développé très rapidement une application en interne qui nous permet d'automatiser un maximum de tâches et qui rend la vie, l'expérience client de plus en plus fluide de jour en jour. Voilà, je pense que c'est les trois termes vraiment qui nous ont portés. C'est trop cool parce que quand je t'entends parler, est-ce que toi, tu as une formation école de commerce, start-up, etc. Parce qu'il y a tellement de codes de la start-up qu'on retrouve dans ton discours, dans ton approche, dans ta vision. Je trouve ça assez fascinant. Ah oui, alors j'ai fait une école de commerce. J'ai participé à un premier projet entrepreneurial à l'école. Ensuite, j'ai développé une boîte avec mon meilleur ami qui n'a rien à voir avec ça. Ensuite, j'étais dans une aventure entrepreneuriale avec une grande famille française et on a revendu cette société. Et ensuite, je me suis retrouvé à un petit passage au siège d'Accor Hôtel sur un projet intrapreneurial et ensuite dans le Champagne, effectivement. Et de toute manière, on a toujours approché ce marché-là un peu à la manière d'une start-up. On ne peut pas dire qu'on est une start-up quand on est dans le vin, mais bon, pourquoi pas. Mais avec vraiment cette volonté de mettre du digital, de penser les choses avec un œil totalement nouveau et d'éviter de. On veut surtout pas tomber dans le concept entrepreneurial, entre guillemets, de la réplication des autres. On va copier un peu ce qui se fait ailleurs et tiens, telle marque marche très bien, on va faire une marque proche, donc ça va marcher. On est à tout l'opposé de ça. Pour parler un petit peu de votre levée de fonds, moi je ne connais pas du tout le domaine du champagne. Est-ce que c'est quelque chose de courant de faire une levée de fonds dans ce secteur-là ou pas du tout? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé de votre côté? Écoute, alors courant, je pense pas. Moi, je connais pas d'autres maisons qui en ont fait. J'imagine qu'il y en a qui en ont fait, qui n'ont sûrement pas communiqué dessus, des plus grosses maisons, peut-être avec des sessions de parts sociales, etc. En tout cas, un modèle qui part de zéro comme ça, donc on avait fait une première levée de fonds en 2019, hein, et là on en fait une deuxième dans ce modèle-là. Je pense pas qu'on ait de comparable à date. Après, je me trompe peut-être dans le vin et notamment dans le champagne. Donc voilà, je pense que c'est un modèle un peu innovant là-dessus et il faut croire que les valeurs qu'on porte et le travail qu'on fournit a su séduire des investisseurs qui, pour la plupart, ne sont pas forcément très familiers avec le champagne, bien au contraire, mais c'est aussi ça qu'on cherchait parce qu'on cherchait, une fois, à ouvrir nos chakras et d'éviter de tomber dans la réplication, comme je disais. Mais non, je pense qu'effectivement, on a peut-être ouvert une voie sur cette partie de levée de fonds pour des maisons de champagne. Et puis pour creuser un petit peu aussi dans pareil, ce parallèle start-up champagne, que je trouve vraiment fascinant. Il y a un moment sur votre site internet, dans la partie où vous parlez de vignerons avec lesquels vous êtes en partenariat, vous avez employé ce terme incubateur de vignerons. Est-ce que c'est un choix de mots délibéré? Est-ce que ça fonctionne un peu comme un incubateur d'entreprise? En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a développé au tout début du projet, dès le début, qui était de dire il y a des jeunes vignerons qui vont se lancer, qui travaillent super, qui en tout cas nous laisse à penser qu'ils travaillent super bien et que dans 10 ans, ce seront sur les plus grandes tables gastronomiques du monde. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas accompagner ces gens-là en disant qu'on va faire une cuvée avec eux. En fait, on sécurise finalement une partie de leur pari commercial parce que quand on décide de se lancer à son compte en tant que vigneron, quand on était coopérateur ou quand on livrait chez une grande maison de champagne, d'un coup, c'est beaucoup d'investissement. Il faut investir dans une cuverie, dans tout le matériel qui est autour, avoir des salariés, etc. Et derrière, il faut s'occuper des vignes, du vin et derrière de la commercialisation. Et donc, sur les premières années, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et nous, ça a été de se dire, en fait, si on peut participer à prendre
10, 15, 20% de son chiffre d'affaires en faisant un partenariat avec lui, en faisant du vin avec lui, avec notre cahier des charges et en le mettant en avant le plus possible, ça peut être chouette. Donc on a fait ça et on a eu la chance en plus de faire 2 millésimes de suite avec un vigneron que moi on aime beaucoup, qui s'appelle David Fèvre et qui vraiment était dans cette démarche-là. Et donc on va continuer de le faire effectivement. La période de Covid, puis ensuite toute petite vendange parce qu'il y a eu une énorme gelée l'année dernière, n'ont pas permis de pouvoir en faire beaucoup parce que les périodes étaient compliquées. Là, ça va reprendre. Donc non, c'est un concept effectivement délibéré parce que d'une certaine manière, on prend ce vigneron-là qui est pas connu. Nous, on n'a pas grand-chose à y gagner au niveau financier. C'est vraiment évidemment pour l'image, pour le marketing, de la communication. Mais par contre, dans nos valeurs, ça nous plaît bien. Et puis surtout, mettre en avant le vigneron, essayer de lui décrocher un maximum de retours presse ou autre. Nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et derrière, en plus, la bonne surprise dans tout ça, même si on n'en doutait pas, c'est que le premier millésime issu de cet incubateur est sorti il y a quelques semaines, là, avec David, justement. Et le vin est tout simplement incroyable. Donc, c'est assez génial. Ah, c'est trop cool. J'adore. Et du coup, parle-nous un petit peu de la suite pour EPC Champagne. Tout à l'heure, tu disais presque nouveau positionnement. J'ai entendu les mots modernes, j'ai entendu les mots premium. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Écoute, on a fait monter à bord un directeur artistique qui a participé à la fondation de très belles marques qui n'ont rien à voir avec le vin, très belles marques, très beau succès français récent, et qui du coup nous a accompagnés sur la refonte totale. C'était la fameuse deuxième étape dont je te parlais précédemment, nécessaire à la marque, de la plateforme de marque. On a entre guillemets clivé et polarisé pendant 3 ans. Maintenant, on va rester toujours très moderne, très contemporain. On va garder quelques éléments de l'habillage actuel qui plaisaient beaucoup, notamment sur la contre-étiquette, ce côté carte d'identité du vin. On va repenser, on va redesigner, mais dans l'idée, on va rester assez proche. Et par contre, on revoit toute la partie design, toute la partie plateforme, le site web, les étuis, absolument tout. Et ça va voir le jour dans quelques jours, quelques petites semaines. Et on est hyper pressé parce qu'on a construit ça notamment avec nos clients, mais aussi avec les clients, avec les prospects qu'on n'avait pas réussi à convertir parce qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec notre habillage actuel, et avec évidemment nos ambassadeurs et avec nos amis sur les quais de gare. Et globalement, on est, je pense, à l'aube d'un changement hyper positif. Ça arrive au bon moment et qui devrait déjà générer pas mal de travail de notre côté, parce qu'il y a tout à changer et tout à faire, mais ça, on est en plein dedans. Mais de l'autre côté aussi, apporter, je pense, la bonne touche à la marque maintenant, parce que les vins ont été largement reconnus pour leur qualité. L'habillage avait ce côté un peu clivant, on va rassembler, et la premiumisation autour est assez sympa. Ouais. Donc, ça va faire pas mal de sujets sur cette année. Alors, j'ai hâte de voir ça. J'en ai littéralement l'eau à la bouche sans vouloir faire de mauvais jeux de mots un peu trop faciles. Est-ce que, pour boucler un petit peu la boucle, tu pourrais nous dire 3 mots qui résumeraient le futur positionnement et la future plateforme de marque de EPC Champagne ? Oui, alors je dirais, il y a 2 choses. Dans sa personnalité, je dirais qu'effectivement, une fois de plus, elle est encore plus libre. Tu verras, on a décidé finalement d'être la première marque à ne pas avoir une forme d'étiquette, disons, bien symétrique. Donc, tu verras, voilà, c'est un premier indice. J'adore ce que tu sais de me dire sans trop m'en dire. Exactement, mais parce que la surprise sera entière. Exactement. Non, je dirais elle est audacieuse, elle est évidemment épicurienne, mais bon, ça, je vais pas la rajouter dans ce mot-là. Mais par contre, le troisième mot, je dirais qu'elle est, dans sa personnalité, très passionnée. Donc voilà, la liberté, l'audace et la passion sont les 3 marques qui résumeraient au mieux la personnalité de ces champagnes EPC qui arrivent. La version 2.0, si on reste dans le digital. Exactement, exactement. Trop cool, Edouard. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de toutes mes questions de curieuse, mes questions d'épicurienne aussi. Je te l'ai pas dit, mais moi, mon grand-père et mon père étaient vignerons et passionnés de vin, donc je connais moins le milieu du Champagne, mais c'était la Bourgogne, donc on n'était pas très loin, on était voisins. Ça va, c'est une belle région aussi. Très belle région. Très belle région. Mais en tout cas, un grand merci à toi, c'était super, c'est passé super vite, donc merci beaucoup. C'est passé extrêmement vite. Juste, si quelqu'un aurait envie de déguster, de vous retrouver, de vous contacter, comment est-ce qu'on peut acheter et comment est-ce qu'on peut te contacter ou contacter tes équipes ? Alors, le mieux, c'est d'aller sur epc-champagne.com pour trouver nos produits. Alors, et ensuite de cela, donc vous pourrez les commander en ligne et ça, il n'y a absolument aucun problème. Et globalement, sinon, il y a un petit formulaire de contact ou un chat sur le site internet. Et je pense que c'est ce qui est le plus simple, parce que derrière, ça dispatchera la bonne personne en fonction de ce que vous voulez, ce dont vous voulez parler. Et puis, si vous voulez discuter avec moi en direct sur LinkedIn, le mieux, c'est ça, c'est d'envoyer un petit message sur LinkedIn. Et puis derrière, avec plaisir pour échanger et voir et partager nos histoires. Moi, je trouve que les rencontres, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Donc, toujours ravi de ce genre de choses.
Ça marche, ce sera bien noté. Je mettrai les liens que tu as cités dans la description de l'épisode. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, hâte de te faire découvrir la nouvelle marque et de faire déguster du coup les cuvées. Je vais m'empresser de passer ma petite commande. Merci pour tout, Edouard. Et puis, à très vite, du coup. Merci beaucoup. Et voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si je devais résumer rapidement les 3 choses que je retiens de cet échange avec Edouard, le premier c'est le mode pirate, le fait que quand on a des moyens inférieurs à ceux de nos concurrents, des moyens inférieurs à ceux qui sont déjà là, déjà implémentés depuis longtemps, la meilleure approche à avoir c'est l'approche pirate. C'est faire preuve de créativité, d'ingéniosité et de faire des choses que les autres ne font pas ou ne font plus parce que justement on a tout à faire et tout à prouver. La deuxième chose que je retiens, c'est la capacité d'Edouard d'emprunter les codes de la start-up, d'emprunter les codes du digital pour les implémenter dans le marché du champagne, qui, de prime abord, on pourrait se dire, ça ne correspond pas du tout, ça ne va pas le faire, alors qu'en fait, si. Et je trouve que toutes les plus belles inventions, les plus belles innovations aujourd'hui qui sont faites, c'est ça justement, c'est prendre les codes d'un milieu, prendre les codes d'un marché ou d'un produit et les implémenter là où on ne les attend pas du tout. Et ensuite, dernière chose qui m'a un petit peu marqué dans ce que a dit Edouard, c'est le fait que seul l'avis du consommateur compte, pas le vôtre, pas celui du concurrent, pas celui de X ou Y personne, mais seul l'avis du consommateur, du client. Et j'ai particulièrement aimé quand il a dit que l'intuition est importante, mais qu'elle doit être tout au plus 20% du processus décisionnel. Alors, chacun mettra un autre pourcentage en fonction de ses propres croyances, de sa confiance en sa propre intuition, mais je trouve que c'est bien de se dire que l'intuition ne fait pas tout et que l'avis client, descendre sur les quais d'un métro, dans une gare et demander aux gens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils retiennent, c'est vraiment ça au final qui nous intéresse vraiment. Voilà, donc j'espère que ce petit récap vous aura aidé à retenir les éléments les plus importants de cet échange. Comme d'habitude, tous les liens cités pendant mon échange et tout particulièrement pendant la conclusion de cet épisode avec Edouard seront mis en description de cet épisode. Et si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, vous connaissez la rengaine, n'oubliez pas de laisser un avis et ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître et je dis un grand merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!